Bonjour! Alors, c'est notre rendez-vous hebdo. On est lundi 19 janvier. Coucou Marilou, ça va bien? Bon matin, oui, ça va bien toi? Oui! Alors, on a passé un bon week-end et puis on est prête à répondre à quelques questions. Marilou, tu partais d'un sondage où on avait quelques questions auxquelles on pourrait déjà commencer à répondre. Exactement, un sondage qui avait été lancé sur notre page de communauté de parents et conseils des orthopédagogues chez Adéor. Donc, c'était quel est le plus grand défi en fait que vous rencontrez avec votre enfant au quotidien? Et là, on s'est dit pourquoi ne pas parler de difficultés et de troubles d'apprentissage, donc la distinction entre la difficulté d'apprentissage et le trouble d'apprentissage, qui est souvent pas toujours clair pour les parents, même pour certains enseignants, parfois de nuancer, de savoir est-ce qu'on est plutôt dans l'ordre des difficultés ou vraiment il y a quelque chose de neurologique, donc on est vraiment plutôt dans le trouble. Alors en fait, je vous partage. Vas-y. Ah, tout à fait, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle aux parents. Des fois, on commence dans ce processus, notre enfant peut être d'âge plutôt primaire et puis on se rend compte qu'il y a certains types, hein, des signes qu'on voit qui sont un peu plus récurrents. Des fois, hein, les parents commencent à lire aussi sur Internet et se poser des questions. Est-ce que ça serait justement peut-être une dyslexie parce que je vois que mon fils fait une inversion, le B, le D, voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et et c'est de se dire, mais est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que ça va être... Bon, voilà, aujourd'hui, on va vous répondre par quelques petites pistes déjà avant de s'inquiéter, mais toujours en s'écoutant en tant que parent. Donc, les parents, vous connaissez bien votre enfant, vous les accompagnez des fois dans les devoirs, vous les voyez progresser d'année en année. Et, et c'est vrai qu'on se dit, alors en tant que professionnel, toujours d'écouter le parent, mais bien sûr, lorsque les difficultés commencent à s'accumuler et qu'on voit que notre enfant pourrait éventuellement perdre estime de lui, on ne veut pas hein, perdre de motivation, d'intérêt, d'aller bien sûr consulter un professionnel qui va pouvoir nous aider dans cette distinction. En tant que parent, Exactement. Puis tu même nous, donnais en un, tant que pédagogue, hein, nous, on ne diagnostique pas, hein. Donc, on va donner des recommandations, des outils efficaces. Et puis, si vraiment on repère qu'il y a une difficulté qui se trouve à être assez, on peut dire, comme souvent, ce qu'on dit, c'est que notre intervention, il y a une résistance à notre intervention, hein, que la difficulté demeure malgré l'application de stratégies, bien sûr, que là, on peut vous accompagner. Donc, peut-être qu'on peut expliquer un petit peu une difficulté, hein, une difficulté en lecture, une difficulté en lecture. Ça reste que c'est à certains moments, c'est ponctuel. Et puis, à un moment, quand on applique des stratégies, on peut bien sûr débloquer. Exactement. Puis tu mentionnais, bon, tout à l'heure, cette histoire de les fameuses lettres BD, PQ. Donc, pour les jeunes lecteurs, hein, les élèves les jeunes enfants qui apprennent à lire, qui sont dans leur début, je pense que ça peut être assez fréquent qu'on va observer chez les jeunes lecteurs des inversions de lettres comme ça qui se ressemblent. C'est pas anormal. Donc, on serait peut-être dans la difficulté au début où, bon, l'enfant a besoin d'apprendre à différencier ces lettres qui se ressemblent. Même chose pour certains sons, parfois, qui peuvent être assez proches, le V et le F, par exemple. Donc, ça peut être des difficultés qu'on observe au début, donc qui sont, comme tu disais, ponctuelles, passagères avec l'apprentissage de la lecture et de développer ses habiletés en tant que lecture. Là où il y a matière à investiguer, à se questionner davantage, à aller plus loin, c'est quand ces défis-là vont persister dans le temps. Donc, chaque année, c'est un défi récurrent, même si on adresse ces défis dans la salle de classe, en orthopédagogie, l'élève continue d'inverser des lettres à l'oral, à l'écrit, en lecture. L'élève continue à confondre des sons euh, et que les difficultés sont plutôt permanentes malgré les interventions qui ont été mises en place. C'est là que
que ça peut être très intéressant là, d'aller consulter, que ça soit en orthophonie, donc d'aller poser des questions puis d'aller voir les spécialistes qui sont, bon, on sait alors orthopédagogue spécialiste des apprentissages, donc nous on vient intervenir, mais l'orthophoniste spécialiste du langage peut vraiment aller investiguer davantage et émettre le diagnostic s'il y a lieu. Donc, on pourrait penser même chose au niveau des stratégies de lecture, la compréhension en lecture. Je pense qu'on peut être bon un enfant qui rencontre un nouveau type de texte. On sait que le texte courant, par exemple, les élèves sont beaucoup moins exposés que le texte narratif. Donc, dans les premières fois où l'élève lit des textes courants, peut-être que la compréhension sera plus difficile. Mais donc, on met des interventions en place, que ça soit encore en salle de classe, en contexte orthopédagogique. Mais si ces difficultés-là persistent dans le temps, c'est là qu'il y a matière, encore une fois, à investiguer, à se questionner et à aller au-delà, à aller un petit peu plus loin dans, voilà, dans le dépistage pour s'assurer on est dans l'ordre des difficultés. Donc, l'élève aurait besoin peut-être d'un enseignement plus explicite, d'un soutien visuel, de la mise en place de certaines mesures de flexibilité, ou est-ce qu'on est plutôt dans le trouble d'apprentissage et qu'il y a vraiment quelque chose de neurologique qui se passe là, au niveau du cerveau finalement de l'enfant. Tout à fait. On va rester assez général parce qu'on part d'une question qui est plutôt en surface pour un peu guider, mais si ça manifeste une question un petit peu plus précise sur le cas de votre enfant, posez-nous ces questions alors soit dans notre groupe de la communauté des parents sur Facebook, soit sur la page aussi ou par Messenger. Ça nous fera plaisir de vous répondre, bien sûr, soit lors d'un autre hebdo visio la semaine prochaine. Tous les lundis, on sera là. Soit aussi par message, par WhatsApp. On peut prendre un temps personnalisé pour vous répondre vraiment à propos de la situation que vous vivez là, avec votre enfant. Absolument. Peut-être que ça permet d'éclairer un petit peu. Ce qui est important, c'est de pas. Des fois, on peut vite se poser plein de questions. On peut virer en lisant plein de choses sur Internet à dramatiser. Il faut vraiment se dire que ce soit une difficulté ou un trouble d'apprentissage, il y a des solutions. Donc, il y aura un accompagnement qui va être adéquat, qui va être adapté par rapport à la situation et que votre enfant va être capable de réussir par rapport à là où il part. On va toujours aller par rapport à ses intérêts, à ses forces, dans quoi il se sent en réussite et y aller progressivement pour lui faire vivre des défis ou en tout cas, on trouve toujours le moyen en orthopédagogie d'aller pallier les difficultés en prenant en compte aussi dans quoi votre enfant se sent confortable. C'est très, très important. Garder cette motivation, ce plaisir dans les apprentissages. Tout à fait. Est-ce que tu voulais nous montrer? Peut-être on avait quelque chose, je pense, dans le sondage, la gestion des émotions, tu disais. Oui, je vais l'ouvrir. Hop. On a un sondage donc de parents qui nous avaient répondu par rapport à certaines petites problématiques ou des petits sujets hein, sur quoi on voudrait parler. Ouais, exactement. Donc, effectivement, la gestion des émotions revenait comme la concentration. On en avait parlé un petit peu la semaine passée de la concentration. Il me semble que, ouais. Et les relations avec les autres. Mais au niveau de la gestion des émotions, en fait, si on y va plus spécifique dans le contexte de la téléorthopédagogie, donc c'est certain que d'accompagner des enfants, des élèves en téléorthopédagogie, je crois que ça a plein d'avantages, hein. Ça permet vraiment de ludifier les apprentissages. Il y a une façon aussi qu'on arrive à connecter. Les enfants sont généralement assez habiles avec la technologie, mais certainement il faut aller enseigner certaines habiletés pour rendre l'usage vraiment efficace. Et parfois, ben la technologie, ça bug, on sait pas trop pourquoi, mais il faut faire preuve de flexibilité. Il faut trouver des plans B, donc d'accompagner les élèves parfois là-dedans parce que bon, le partage d'écran fonctionne pas comme on voudrait ou de donner la main, donner le contrôle, c'est pas tout à fait comme on voulait le faire ou l'élève arrive pas à cliquer. Donc, il faut accompagner un peu l'élève aussi dans
dans sa gestion des émotions. On utilise entre autres l'application Babaou sur les 5 fonctions exécutives et ils ont un petit Babaou sur la flexibilité cognitive. Donc, on peut aborder ces défis-là et accompagner l'élève pour lui permettre, là, voilà, de développer des stratégies de dépannage là, quand la technologie fonctionne pas tout à fait comme on voudrait et éviter comment dire, de rester dans ce mindset, pour le dire en anglais, fâché ou négatif ou voilà, d'éviter de se fermer. On l'accompagne en parlant de flexibilité cognitive et on développe des stratégies de dépannage pour l'aider là, dans la gestion des émotions en virtuel, par exemple. Et ça, c'est une excuse, si on veut, parce qu'après, on peut le transférer pour d'autres situations. Parce que si on a un élève qui a une difficulté à réguler son émotion parce que, il utilise, donc on a parlé de Babaou, on pourrait parler de Lexibar ou d'un autre outil technologique qu'on utilise lors des séances, cette frustration qu'il peut vivre au travers de là, parce qu'on est en ligne, ça va être technologique, mais en classe, à la maison, avec des copains, des copines, il pourrait y avoir cette gestion des émotions aussi qu'il faudrait apprendre à, à réguler cette émotion et à savoir quelles sont les stratégies qui lui font du bien pour revenir au calme. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, quand Mhm. on pratique en intervention, on peut après ça transférer. Hein. De toute façon, tout ce qu'on fait, que ce soit Ouais. sur toutes les fonctions exécutives, hein, planifier, peu importe, organiser, on veut toujours avoir ce transfert dans d'autres contextes pour aller réappliquer. Tout à fait. La gestion des émotions, hein, elle est, ben, que ce soit aussi l'inhibition, ce sont vraiment des compétences transversales, mais qui peuvent vraiment venir nous bloquer. En fait, si on vit une frustration, ben, on sera plus apte à pouvoir faire un apprentissage. On doit, euh, on doit aller prioriser cet apprentissage. Hmm, tout à fait. Donc, on irait avec ces questions pour aujourd'hui. Hein? On peut s'arrêter ici, pas faire trop long, et ça nous fait toujours un très, très grand plaisir quand on vous lit après sur des retours ou, comme on disait, en individuel après, en particulier sur, alors on le mettra dans la description, le numéro WhatsApp qui fonctionne très, très bien, par courriel aussi, par téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer là, les questions que vous auriez par rapport à des problématiques que vous vivez avec votre enfant. Ne restez pas comme ça. Hein. Vraiment, ça sert à ça, les hebdos visio, pour vous permettre d'aller poser les questions. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas, nous, on laisse ça confidentiel, on ne dira pas votre prénom, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, on se dit toujours qu'une question de quelqu'un va pouvoir servir à plusieurs autres personnes aussi. Une question que vous poseriez, d'autres personnes se la posent. Donc, autant faire bénéficier à tout le monde. Hmm. Alors, on se dit à lundi. À lundi prochain! Bye. Merci d'avoir été là.